Je suis Madame Claire Matestache, licenciée en sciences de l'éducation à l'UPGA, membre du secrétariat général de l'UPGA. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur, à Jeudi de l'UPGA, de recevoir un ingénieur agronome et aussi le doyen de la faculté d'agronomie de l'Université Nouvelle-Grandance, Monsieur Joannel Ernest, qui va partager son savoir avec nous autour du thème « Effets négatifs des changements climatiques sur l'agriculture ». Écoutons attentivement le conférencier. Veuillez accueillir chaudement, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Eustache. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Et c'est un plaisir d'être avec vous ici cet après-midi pour aborder un sujet assez crucial ainsi que préoccupant par tout le monde. Je dis bonsoir à tout le monde, je salue le personnel académique et administratif et je salue également tous les étudiants ici présents pour assister à cette grande causerie qui va se faire autour de ces thèmes effets néfastes des changements climatiques sur l'agriculture. Alors nous vivons une époque où le dérèglement climatique n'est plus une prévision future, mais une réalité tangible et palpable. Sécheresse prolongée, inondations dévastatrices, phénomènes météorologiques extrêmes, ces manifestations ont des répercussions directes et indirectes sur la production agricole, sur la vie humaine, sur la sécurité alimentaire, et tant national et au niveau international, sur la stabilité économique ainsi que sur le quotidien des millions d'exploitants agricoles ou bien agriculteurs. L'agriculture étant considérée comme un pilier fondamental de nos sociétés, se trouve aujourd'hui en première ligne face au dérèglement ou bien au changement climatique. Alors que la demande alimentaire ou bien les factures alimentaires sont de plus en plus insupportables. Alors que la demande alimentaire ainsi que les factures sont de plus en plus insupportables, la capacité de production, ça se limite et elle est un peu compromise. Aujourd'hui, à travers cette causerie, cette conférence, nous allons ensemble explorer comment le climat transforme nos terres, bouleverse nos pratiques agricoles et remet en question notre manière ou bien notre façon de produire et de consommer. Mais au-delà du constat, nous parlerons aussi des solutions et des adaptations possibles et du rôle crucial que chacun de nous, comme citoyens, doit jouer pour améliorer la situation. Ok. Alors, nous sommes là cet après-midi pour parler des effets néfastes ou bien négatifs du changement climatique sur l'agriculture. Alors, jusqu'avant de commencer la pensée d'aujourd'hui, pour bien agir, il faut mieux comprendre. Alors, pour que nous, comme citoyens, nous soyons capables de prendre des décisions pour améliorer la situation, il faut nous comprendre le concept ça, qui c'est le changement climatique là, qui s'est lié. Ok? Comment nous sommes capables d'embrasser comme citoyens, comme responsables. Parce que le changement climatique n'est pas la fin de M. Joannel, il n'est pas la fin de l'université, mais le changement climatique est la fin de tout le monde. Nous sommes tous concernés par ce phénomène. Ok? C'est pour cela qu'il y a un concept très à la mode. On parle de éco-citoyen. Éco-citoyen, c'est un citoyen responsable. Ok? Alors, pour mieux agir, il faut mieux comprendre. C'est autour de ça, nous allons passer un petit ensemble. Alors, j'espère que le moment va passer, il va être très bénéfique, ni pour moi, ni pour nous-mêmes. Chaque monde va tirer profit. Alors, le plan qu'on va suivre est ainsi projeté. On parlera dans un même temps de ce concept, le climat, météo, et on verra également les différents types de climat.
pour ça je choisis de parler de concept ça, c'est parce que très souvent c'est un concept que en pile monde mal comprendre. Et très souvent il y a temps nuageux, la préparé pour tomber, tout le monde dit que le climat va bon. Mais est-ce qu'en réalité c'est le climat qui va bon? Nous allons voir ça plus devant. Et ensuite, on va parler de l'effet de serre et réchauffement climatique. On parlera également des aléas naturels d'origine climatique. Parce qu'il y a des aléas qui naturels, tout comme il y a qui provoqués par nous-mêmes et l'homme, action nous, ils provoquent aussi des aléas. Et on verra effet du réchauffement climatique sur l'agriculture, la pêche, les ressources en eau, les zones côtières, comment ils sont capables de bouleverser par des règlements climatiques là. Et enfin, on a regardé qui meilleure stratégie ou bien des besoins d'adaptation que nous sommes capables de faire pour que nous soyons capables de gagner une société qui est beaucoup plus résiliente, pour que nous soyons capables de gagner un environnement qui est beaucoup plus résilient par rapport avec le phénomène qui est changement climatique. J'en ai dit le changement climatique, il n'y a pas un discours politique, j'en ai plus le monde découvert dans le temps, il n'y a pas une prévision future, mais c'est en réalité que nous, chaque qui l'a vécu, et bien nous, chaque qui l'a besoin de comprendre et pour nous garder ensemble qui meilleure stratégie que nous-mêmes comme jeunes, nous-mêmes comme futurs responsables, comment nous sommes capables d'embrasser et comment nous sommes capables de tout définir des stratégies pour que de jour en jour, nous construisons une société qui est beaucoup plus résiliente à travers mode d'action qui n'a bien pour nous poser. Et ensemble, nous allons regarder des perspectives en matière d'adaptation spécifiques pour la tendance. Parce que puisqu'on est dans la tendance, on essaie d'actualiser ou bien d'adapter la causerie. Ok, climat, météo et type de climat. Alors, météo, très souvent, nous entendons Mme Christine Saint-Georges qui paye le journal du matin, qui paye antipathie. Et peut-être nous avons surtout sur télévision, une chaîne française, côté qu'on paye météo. Alors, on dit que météo, bon, la météorologie, c'est la science. Alors, c'est le temps qu'il fait dans un certain lieu, à un moment donné. Il est capable de dire que Mme Christine Saint-Jean est capable d'annoncer, elle dit, a bien prévision. C'est ça que vous parlez de prévision. C'est pas quelque chose qui est certain. C'est des prévisions, c'est pas certain. C'est pas des vidéos qui l'a fait, les réaliser vrai. Récemment, tu es en pile couru dans la ville Jérémy parce que tu dit, tu vas le tsunami. Ok? Tout le monde est déjà jeté parce que vous connaissez qui dégâts que ça capable de faire. Effectivement, et ça comme ça. Alors, nous disons que c'est généralement météo fait des prévisions par rapport avec situation temps. Mais avant nous arriver là, quand on parle de climat, le climat c'est considéré comme un package. C'est un package qui est constitué de plusieurs éléments. Là-dedans, nous jouons premièrement ça nous relève la température. Deuxièmement, nous jouons la pluviométrie. On parle de pluviométrie ou bien de précipitation. Et troisièmement, nous jouons le vent, force vent, direction vent. Et quatrièmement, nous jouons l'ensoleillement, l'insolation, la durée. Et on parle également d'aridité. Tout ça, c'est des éléments qui constituent le climat. Chaque fois que nous parlons de climat, nous parlons d'un élément unique, mais nous avons plusieurs éléments. Avec dit, on a dit climat pas bon, c'est pas climat pas bon, mais c'est un paramètre dans le climat qui varie, qui change et qui permet que soit en pile la pluie ou bien soit gagné en pile sécheresse. Et tout élément ça toujours agit en synergie. OK, parce que moi si nous peut-être constater ça, si il y a des gens là qui c'est monde d'Espagne ou bien qui c'est monde grand versant ou bien font cochon, lorsque dans la ville Jérémy ou aller vers zone ça, on sentir par exemple dans la ville Jérémy il fait extrêmement chaud. Mais automatiquement on commence à monter, vous sentez que il y a une diminution de température. OK? C'est que température a diminué avec altitude là. Plus vous allez en altitude, vous sentez que la température a diminué et parallèlement, il y a une augmentation de la pression parce que deux paramètres varient inversement proportionnels. OK. Alors on dit que les météorologues peuvent prévoir le temps qu'il fera sur une courte durée ou bien quelques jours au maximum. Mais c'est toujours des prévisions qui sont capables de réaliser, tout comme
qui est capable de réaliser tout. Pour le climat. Alors, on a commencé à parler de concept ça à partir du XIIe siècle. Il est défini, il est considéré comme étant l'ensemble des conditions atmosphériques et météorologiques propres à une région du globe. Le climat d'une région est déterminé à partir de l'étude des paramètres météorologiques tels que, comme on vient de citer tout à l'heure, la température, le taux d'humidité, les précipitations ou la pluviométrie, les forces et la direction du vent, la durée de l'ensoleillement. Et ces données sont évaluées sur plusieurs dizaines d'années. Pour définir le climat, une région, une zone, un pays, ce n'est pas seulement données qui sont collectées sur base d'une année, un mois, mais c'est sur plusieurs dizaines d'années, même plusieurs dizaines d'années, 30 ans minimum, collecter données ça et analyser pour catégoriser zone ça pour dire que finalement mais qui climat qui zone ça lui-même et climat et tout à l'intérieur de même pays ou même région climat tout capable de diversifier. On peut avoir des microclimats. Par exemple, si nous prenons une grande dense, climat n'est pas identique. OK? Climat est un peu diversifié. Surtout, par exemple, si nous sommes en condition de plaine ou bien en condition de montagne, nous n'avons pas même, c'est un cas de figure. C'est que par exemple, si on monde qui plante un jardin de maïs château, avec un monde qui plante un jardin de maïs et Grand Vincent ou bien Fond Cochon, ça n'a constaté, il y a planté le jardin ça au même jour, mais récolte là, il pas fait même jour, il pas fait même l'heure. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la somme des températures que plante dans le besoin pour lui accumuler matière sèche ou réserve, ça ne fait pour nous manger, qui va arriver à maturité au même instant. Ça veut dire en condition de montagne, plante là prend plus de temps pour que lui accumuler somme des températures ça. OK, c'est ce qui fait la différence. Alors nous dit que science qui occupe le climat, on parlait de climatologie. Et le climat d'un lieu a une influence directe sur son environnement, ça veut dire la vie animale, toute espèce qui trouve dans le milieu, le climat agit sur lui. OK, c'est lui qui détermine est-ce que je suis capable de mettre plantes ça là, est-ce que je suis capable de garder élever bête ça là, est-ce que le climat lui-même est favorable au bon développement de ces espèces. C'est ça que par exemple, c'est pas tout côté, vous plantez, ça me dit cocoï. OK? Si vous regardez, c'est pas tout côté cocoï développé. Parce que l'environnement a une influence sur lui. Ou qu'à toujours planter, lui développer, mais pas un produit. Parce que l'environnement n'est pas favorable pour que cocoï ça lui-même lui produit. Et autre chose, climat également, c'est lui-même qui conditionne répartition la vie humaine sur la terre. C'est lui qui détermine qui côté cap gen moun et qui côté pas moun pas capable de vivre. Par exemple, si nous la caille nous son pays, dans qui climat nous situons nous-mêmes? Tropical ou tempéré? Tropical. OK? Par exemple, si on va dans côté comme Canada, on peut il y a des zones qui pas gen moun, soit aller dans zone Vancouver côté qui fait extrêmement froid, moun pas capable vivre là. C'est par rapport avec situation climatique là. Les conditions climatiques là, c'est lui qui régit la vie en quelque termes sur la terre. Côté moun ka vivre, côté moun pas capable vivre. Côté ka gen les animaux, côté pas les animaux. Peut-être par contre si on a suivre une fois là, il y a des espèces alors oiseaux en pile fois ont plus intuition que nous-mêmes. Généralement oiseaux connaissent les balles mauvais temps. Après un mois ou 2 mois à l'avance, toute migration des zones à une autre zone parce qu'il y a cherché météo à l'abri. Alors que nous-mêmes, même si la police est venue nous déplacer, nous ne pas déplacer. C'est ça qui fait la différence entre nous-mêmes avec les bêtes beaucoup plus prévoyants que nous-mêmes. OK? La notion climat, c'est un élément qui est extrêmement important. C'est ça que nous obligés de comprendre pour que nous-mêmes nous capables de prendre des dispositions et prendre des décisions pour nous capables de mieux agir. Alors, en termes de diversité, nous disons qu'il existait plusieurs types de climat. Premièrement, nous parlons de climat froid. OK? C'est lorsque nous gagnons une température qui allait entre moins 10 degrés C et 65 degrés C. Là, nous avons climat froid, nous catégorisé de climat froid. Deuxièmement, c'est un climat continental qui est caractérisé par des hivers longs et froids et qui est situé dans un intervalle moins de 20 degrés. OK? Et des étés très chauds et pluvieux jusqu'à 30 degrés C. OK? Moins 20 C en la période hivernale et 30 degrés C c'est en période été. Et troisièmement, nous avons un climat tempéré, dépasser rarement 25 degrés en été
et ne descend plus bas que moins 3 degrés en hiver. Ça fait 3. Quatrième, c'est le climat tropical, qui est caractérisé par des températures très élevées et descend rarement en dessous de 18 degrés C. C'est dans la catégorie ça, nous-mêmes en Haïti, nous situons. Ok? Ça fait par exemple, depuis la température descend légèrement en 15-16, vous avez tout le monde ici plein Freddy. Ok? Mais pourtant, c'est plus que la normale. Si un Canadien a 18 degrés C, la vraie joue la donne. Ok? Et quand même, il fait trop chaud. Ok? Mais pourtant, nous-mêmes, on a plein de fatigues. Ok? Et cinquièmement, nous avons un climat équatorial qui est caractérisé par des températures variées entre 25 et 28 degrés C. Et le dernier, c'est le climat désertique. Alors ça, c'est la température qu'on retrouve au niveau des zones désertiques, par exemple. Par exemple, si nous prenons le désert de Sahara en Afrique, ok, c'est des zones côté qui fait aller jusqu'à 60 degrés C. Et il est très doux en période hivernale. Mais vous avez réfléchi, chercheurs ont résumé tous les paramètres, toutes les typologies en 3 types de climat. Ok, c'est en 3 types de zones alors. Il y a les zones tropicales chaudes, il y a les zones tempérées et les zones polaires froides. Ok, c'est des zones qui sont extrêmement froides, côté la vie il paraît vraiment difficile et voire impossible pour nous vivre dans une zone. Maintenant, il y a un deuxième élément, après de parler de climat et météorologie, il y a un troisième concept qu'on appelle effet de serre. En plus, le monde entend parler de lui, qui c'est un autre phénomène qui conditionnait la vie sur la Terre. C'est grâce à lui-même, c'est grâce à l'effet de serre, nous tous jeunes côté pour nous vivre sur Terre. Sans effet de serre, la vie est impossible. Mais alors nous allons maintenant, dans l'effet de serre, il y a 2 aspects. Il y a une dimension naturelle, parce que même sans la présence de l'homme sur la Terre, il a toujours parlé de ça, les changements climatiques là. Mais avec action, nous fait que intensifier, nous fait que augmenter. Alors l'effet de serre est à la base un phénomène naturel qui se déroule dans l'atmosphère. Alors, l'atmosphère, c'est l'espace qui en l'air là. Nous avons parlé de l'atmosphère terrestre, tout comme nous avons parlé de l'atmosphère marine. Ok? L'atmosphère est cette couche remplie d'air qui enveloppe notre planète et la protège des rayons du soleil. C'est l'atmosphère, à cause de ses caractéristiques particulières, qui rend la planète habitable par les êtres humains, les animaux ainsi que les plantes telles qu'on les connaît. Avancé. Composition de l'atmosphère. Alors nous dit espace là, il va vite, il gagne la donne, il y a un ensemble de gaz. Et là, on a chaque élément ça et en termes de pourcentage. Nous avons azote, il y a une représentation de 78%, et oxygène de l'air, qui c'est un élément qui est indispensable pour nous-mêmes comme êtres vivants, qui c'est 21%, et nous avons argon, qui est l'autre gaz qui c'est 0,93%, autres gaz comme O3, H2, c'est 0,066%, et CO2, le gaz carbonique, c'est 0,004%. Ça aussi ensemble, éléments qui constituent sa nouvelle atmosphère. Maintenant, à l'intérieur de l'atmosphère, on trouve des gaz à effet de serre. Les principaux gaz à effet de serre, c'est ça. Par exemple, la vapeur d'eau, H2O, le dioxyde de carbone, CO2, ça nous rejette lorsque nous respirons. Ok? Le méthane, le CH4, les protoxydes d'azote, N2O, et l'ozone, qui est O3. Ok? C'est ensemble de gaz qui constituent sa nouvelle atmosphère. Alors, quand on prend le CO2, ça peut être, ma partie attention sur lui, le CO2, c'est le gaz carbonique. Alors, chaque fois que nous respirons, nous rejetons le CO2 et nous absorbons l'oxygène de l'air. Ok? Mais l'oxygène, ça nous rejeter à côté de sortir. C'est plantes qui dégagent. Alors, nous connaissons pour nous respirer chaque jour, nous avons une idée de quantité d'oxygène qu'il a besoin. Pour un être vivant, il respirer chaque jour, il a besoin de 7 kilocalories d'oxygène. Alors que une plante, il produit lui-même 14 kilocalories d'oxygène chaque jour. Ok?
Ça veut dire un pied bois, il permet deux personnes capables de respirer chaque jour. Nous avons intérêt pour que nous contribuions dans le reboisement et protéger les plantes qui sont dans l'environnement. Ok? Alors ces gaz portent ce nom parce qu'on les compare au fonctionnement des vitres d'une serre. Je ne sais pas si nous connaissons serre. On serre, c'est une structure qui est hermétiquement fermée. Alors, ils utilisent ces là pour être capable de faire l'agriculture. Mais c'est un système qui est hermétiquement fermé. Côté tout paramètres, ils contrôlés. Ça veut dire moins contrôler qui quantité de température que les plantes gagnent. Parce que chaque plante, il y a ce qu'on appelle l'écophysiologie de la plante. Chaque plante a ses besoins. Plante a un besoin spécifique en lumière, un besoin spécifique en de l'eau, un besoin spécifique en tout élément pour permettre que la plante grandit, développe, reproduit. Maintenant, c'est là, c'est une structure qui ferme côté, c'est nous-mêmes comme techniciens qui gèrent, qui permettent que gagner une circulation d'air, qui va la lumière là-dedans en quantité. Ok? Maintenant, vous comparez l'atmosphère là avec celle-là. Pour qui ça? C'est parce que l'île laisse lumière solaire là, rentrer, mais toute lumière qui frappe sur la surface solaire là, il pas réfléchir, il va retourner dans l'atmosphère. Il y a une partie qui est concentrée là-dedans. Même si peut-être si nous avons une machine, une voiture qui campe en plein milieu du soleil, nous avons remarqué que toute vidéo transpire à l'intérieur. Ok? Et rayon solaire là le frapper, bon, je ne sais pas la machine, mais je vais prendre l'autre exemple tout. Côté avait il transpiré et vapeur d'eau à l'intérieur. Ça veut dire toute chaleur qui vient entrer, toute chaleur ça va retourner. Et concentration chaleur ça fait que gagner vapeur d'eau qui dégage à l'intérieur. C'est comme ça que vous comparez l'atmosphère là. Et ça va permettre que vous parlez de gaz et d'effet de serre là. Ok, c'est grâce à l'effet de serre que la température moyenne de la Terre est de 15 degrés C. Et ces conditions à tout qui permettent que la vie, les mêmes livres possible sous la Terre. C'est-à-dire, sans phénomène, ça qui c'est effet de serre, il est difficile. Parce qu'en absence d'effet de serre, la température est moins de 18 degrés C. Et à ce moment, la vie pas facile sous surface Terre. Ça veut dire, phénomène effet de serre là, c'est un phénomène qui est extrêmement important, qui facilite tout le monde. Alors, il n'est pas seulement Mounio, mais nous, les humains, les animaux et les végétaux, c'est facile pour être capable de vivre, grandir et reproduire sous surface Terre. Alors là, c'est une image qui est capable de nous idée. Ça, c'est une situation qui fait de serre à l'état naturel. Ok? Là, si nous regardons, il y a un rayonnement solaire qui arrive sur surface Terre. Mais avant d'arriver, il y a un qui dégage déjà dans la nature. Là. Et une fois arrivé sur la surface de la Terre, il y a des infrarouges qui dégagent. Ok? Et nous regardons dans l'atmosphère, il y a CO2. CO2 qui dégage par plante, CO2 qui dégage par circulation véhicule, et industrie de transformation, de fabrication, toute usine qui a dégagé un ensemble de gaz dans l'atmosphère, ce qui dérange un peu. Alors on dit que, tant que les proportions des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère restent constantes, le climat qui règne sur Terre reste stable. Tant que beaucoup gagnent des autres, alors là, on dit des autres entre parenthèses. Ok? Mais ça reste stable, mais il y a un dérèglement avec intervention de l'homme. Ça, c'est l'image de l'effet de serre à l'état naturel. Mais une fois que il y a l'intervention de l'homme, ok? Maintenant, ça vient changer. Ok? Parce que si nous remontons dans le temps avec la révolution industrielle, quand on commence à utiliser des machines, quand on commence à faire utilisation des carburants, on commence à utiliser pour la transformation, pour la fabrication, mais commencer à gagner des actions qui posées dans l'environnement, mais ça a commencé à déranger le fonctionnement de l'atmosphère, parce qu'il y a une implication et action nous la donne. Alors on dit que les changements climatiques naturels se font sur de très longues périodes. Les espèces animales et végétales ont le temps de s'adapter. Cependant, depuis le milieu du 19e siècle, les gaz produits par les activités humaines, par exemple dans les habitats, dans l'agriculture, dans le transport et les industries, accélèrent le réchauffement de la planète. Et ces changements très rapides
menace énormément les espèces ainsi que le lieu qu'elles occupent. Ces espèces n'ont pas le temps de s'adapter à la situation. Les pays insulaires comme Haïti, et principalement les zones côtières, sont très vulnérables au changement global du fait de leur exposition directe par rapport à ces situations. Par exemple, là, nous sommes capables de constater qu'il y a plusieurs images. Là, c'est amplification, gaz à effet de serre, avec intervention de l'homme. Première image, on a constaté que c'est un ensemble de voitures. Une fois que les machines qui courent, les carburants qui consommer, eh bien, il y a un rejet dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, des dioxyde de carbone. Il y a les usines qui transforment, qui fabriquent, qui conservent, là, permettent que y ait dégagement des gaz à effet de serre. Il y a les zones urbaines, pour qu'il y ait de fortes concentrations, ok? Tout le monde a limité la caillou, il y a une consommation de carburant, et bien, il y a un CO2 cap dégagé. Et quatrièmement, c'est la déforestation. Ok? Déforestation, et on coupe trop d'arbres, pourtant les arbres absorbent une grande quantité de CO2. C'est CO2 qui permet de planter au vivre. Mais lorsque nous coupons et nous faisons une coupe anarchique de plantes, eh bien, quantité de CO2 ça, lui-même accumulé au niveau de l'atmosphère. Pas gagner pied bois, pas gagner plante qui pour absorber. C'est constant, plante lui-même. C'est rôle ça, plante joue un rôle de régulateur. Ça veut dire, plante est vraiment indispensable, non seulement pour nous, mais pour protéger l'atmosphère avec un surplus de CO2. Là, ça c'est un exemple. Peut-être pour les gens qui ont le Port-au-Prince, ils ont une idée de qui zone. Oui, ça c'est jalousie. Ok? Qui était peinturé sous le président et Matériau, mais je ne me rappelle pas. Oui, ok, ça c'est zone là. Imaginons le gros zone de forte concentration humaine comme ça. On imagine un instant, tout le monde ça un fou, il y a boulé propane chaque jour. Ok, pour ça que par exemple, il y a boulé charbon. Ok? Il y a allumé télévision, allumé ventilateur. Ça veut dire qu'il y a une quantité de CO2 qui a dégagé. Ok? Dans la zone, ça y a plus, sans compter, il y a une quantité de voitures énorme qui a circulé dans la région. Ça permet que gain et les phénomènes dans lui-même amplifiés. Ok. Au travers de ces activités, l'homme émet des gaz à effet de serre qui s'ajoutent naturellement à ceux déjà présents dans l'atmosphère. Le protocole de Kyoto recense 8 types de gaz à effet de serre qui représentent l'immense majorité des gaz à effet de serre émis par l'homme. Alors, quand on parle de protocole de Kyoto, alors par rapport avec la question du changement climatique, là, il était pensé dans le temps qui était un discours politique, que monde pas trop connaît lui. Eh bien, lorsqu'il commence à peser fortement, ok, commencer de sérieux problèmes, eh bien, en pile pays commençait à réfléchir pour joindre des solutions. C'est comme ça, près de 195 nations étaient réunies, ok, à Kyoto pour être capable de signer un protocole autour de aspect ça. Ok, c'était en 1997, je crois, que le protocole ça a été signé pour capable commencer à réfléchir comment on va gérer la question changement climatique là. Et ensemble gaz que nous-mêmes l'homme nous émet, ok, c'est dioxyde de carbone, c'est protoxyde d'azote et perfluorocarburant, perfluorocarbure, ok, trifluorure d'azote, méthane, hydrofluorocarbure, hexafluorure de soufre et chlorofluorocarbure. Ok, c'est des gaz. Tout ça, nous retrouvons au niveau de l'atmosphère. L'impact de ces gaz sur le changement climatique repose sur deux facteurs. Un, c'est la quantité de gaz émise et le pouvoir de réchauffement global. Ok? C'est gaz qui est capable de causer problème, mais c'est la quantité qui émet là. Au fur et à mesure qu'il y a plus de gaz qui émet dans l'atmosphère, c'est autant que le problème dans la vie aggravé. Ok? C'est ça qui cause le problème. Autre chose. Là, nous avons une estimation par secteur d'activité. Chaque secteur, mais de façon approximative, quantité de gaz à effet de serre qui est rejeté
dans la nature. Par exemple, si nous allons au niveau des industries, ils émettent environ 16,8% de gaz à effet de serre, transport et 14,0%. Bon, c'est 14. Production agricole 12,5, extraction et distribution des énergies fossiles 11,3, résidence, commerce et autres 10,3, combustion de biomasse et exploitation des terres, ça note des messieurs à vous les cognacs, terrain, ok, c'est 10%, et élimination et traitement des déchets 3,4%, et les centrales énergétiques c'est 21%. C'est tout le monde qui contribue à émettre des gaz à effet de serre et qui entravent la situation ça, qui fait le bien plus grave de jour en jour, qui c'est réchauffement climatique ou bien changement climatique. Ok, là c'est situation, nous sommes le premier point de déwell, c'était à l'état naturel. Là c'est après implication de l'homme, il vient beaucoup plus aggravante. Là c'est le fait de serre anthropogène, ça veut dire avec l'implication de l'homme. Vin gagner beaucoup plus de CO2 qui a dégagé, vin gagner une concentration, puisque on coupe accéléré des arbres, et bien vin gagner moins de pieds bois dans la nature là, et bien vin gagner beaucoup plus de CO2 qui stocké au niveau de l'atmosphère et qui vient aggraver la situation. Qui permet, et gaz à effet de serre qui n'a pas arrêté sans conséquence, les arrivés dans la nature là. Qui premier ça a fait, il agit sur la couche d'ozone. Ok, qui rend la couche d'ozone plus amincie. Et s'il vient plus amincie, c'est que il facilite plus rayons ultraviolets arrivés sur la surface terre. C'est ça qui vient causer un problème. Non? Ok, les gaz à effet de serre sont produits massivement par l'activité humaine, les phénomènes naturels, ok, comme croissance des plantes, les océans, ça ne permet plus d'absorber ces émissions, il n'y a pas suffi. Le surplus se retrouve dans l'atmosphère et renforce le fait de serre, ce qui rend que la température moyenne augmente. Et automatiquement, il y a une augmentation de température, et bien ça dérange le fonctionnement des choses. Ok, parce qu'avec l'augmentation de température, vous pouvez par exemple diminution des précipitations. La pluie va diminuer. Nous par contre, par exemple, gagner des périodes de sécheresse qui sont très prolongées. Nous allons venir avec un graphe pour nous tout à l'heure, nous allons l'observer. Ok, par exemple, là, c'est des graphes. Couleur qui est plus foncée, c'est avec implication nous-mêmes les hommes. Ok, par exemple, couleur qui paraît moins foncée, si nous sommes capables de lire là-bas, ça c'est simulation sans impact humain. Et nous avons moins dans le graphe là. Mais ça au milieu, c'est impact humain et phénomène naturel. Ok, et après il y a beaucoup plus rapide. Graphe est beaucoup plus haut. Ok, et ça c'est comment ça est, comment situation, il y a une idée de situation à travers le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, ainsi que l'Afrique. Comment la situation est. Ok, là c'est ensemble problème, c'est les principaux problèmes environnementaux du 21e siècle. Ok, avant la révolution industrielle, j'ai des problèmes ça, pas de composer. Ok, avec la révolution industrielle, nous avons un changement climatique, nous avons la rareté de l'eau douce, nous avons une déforestation, nous avons une pollution de l'eau douce. Ok, sous nous commencé à polluer. Ok, il y a une mauvaise gouvernance. Mauvaise gouvernance, par exemple, Gouap Valley, Abgoma Petit, pour être capable de prendre richesse. Et puis il y a une corruption un peu partout, il y a une perte de la biodiversité qui vient entraîner un certain déséquilibre dans l'écosystème nous. Ok? Parce que l'écosystème nous, pas oublier tout ça qui touche l'écosystème, l'a touché nous. Parce que nous vivons dans l'environnement. Ok? Et si l'écosystème est pollué, la vie nous tout a des problèmes. C'est pas sans raison, on a constaté dans le dernier conseil des maladies que dans le temps, pas de connaître. Ok? Et conseil des maladies dans l'Indetimoun, c'est grand monde qui te connaît. Mais très jeune, conseil des maladies, nous qui fait apparition, c'est des jeunes qui fait. Ok? Là, il y a une mauvaise gestion des déchets, qui provoque la pollution de l'air, détériorisation des sols. Ok? Sol, puisque on a parlé de l'effet changement climatique et sur l'agriculture, sol là, ils sont facteurs incontournables. C'est vrai, nous sommes capables de faire agriculture sans sol. Il y a des systèmes agricoles que nous sommes capables de développer au sol. Mais
c'est pas suffit pour nourrir tout ton pays, toute ton nation. OK? Mais l'on dit que l'IA agit sur cela comment? Et puisque il y a une coupe accélérée d'arbres, eh bien, ça va provoquer en retour l'érosion des sols. Et si il y a une érosion, est-ce que le sol devient plus fertile ou il devient moins fertile? Il devient moins fertile. Parce que suivant un rapport que FAO Stat a publié en 2019-2020, il a remarqué que nous perdons chaque année 15 000 tonnes métriques de sol par hectare. OK? Sous environ 1,7 million d'hectares que nous exploitons pour faire agriculture. Nous perdons chaque année 15 tonnes métriques de sol par hectare. OK? Est-ce que nous comprenons ça et nous avons une idée? Nous avons ça dans le tableau, peut-être nous avons plus devant. OK? Détérioration des sols, déséquilibre et de l'écosystème, pollution chimique, urbanisation, puisqu'il y a un accroissement de population, la croît à un rythme accéléré, et mais il y a de plus en plus de pression qui a fait sur grandes villes, côté construit de façon anarchique, n'importe comment, et l'État n'a dit rien. Il y a un amincissement de la couche d'ozone, forte consommation énergétique, et il y a la présence de nouvelles maladies. Ok, ça c'est tout ensemble de problèmes que nous confrontons pendant le 21e siècle. Alors, le réchauffement climatique constitue l'un des défis majeurs pour le développement socio-économique d'Haïti. Le pays est est particulièrement vulnérable en raison de son niveau de pauvreté, de la faiblesse et de son cadre institutionnel et macroéconomique, de la grande stabilité des systèmes socio-écologiques. OK? C'est qui est lié avec les facteurs climatiques. Forte température, diminution des précipitations et nous joignons une période de sécheresse qui est très prolongée, un niveau d'aridité qui est élevé parce que le sol nous est de moins en moins fertile puisque nous perdons quantité dans la couche arabe. Alors, les parler de perte de sol là, c'est au niveau de la couche arabe. Parce que la couche arabe là, c'est lui-même nous utilisé pour faire l'agriculture. Par exemple, il y a des ingénieurs civils dans celle là. Par exemple, différence qui y a entre un agronome et un ingénieur civil. Agronome dans le besoin, par exemple, c'est fertilité sol là qui intéresse. Mais pour l'ingénieur civil là, ça intéresse lui-même. C'est capacité sol là pour le supporter charge. Ok, c'est solidité sol là, c'est résistance sol là. Nous pas, c'est pas ça qui intéresse nous-mêmes, c'est fertilité sol là. Parce que pour nous dire un sol qui est fertile, c'est lorsque le sol a une capacité pour produire. Une fois que le sol n'a pas produire, on ne peut pas parler de fertilité. Mais nous constatons que on baisse de la fertilité du sol qui est liée par rapport avec tout le problème qui posé. Alors en effet, en Haïti, Haïti est non seulement placé sur la trajectoire privilégiée d'épisodes météorologiques extrêmes comme par exemple les tempêtes, les ouragans, elle est également le lieu de fortes activités sismiques qui portent de sérieux préjudices à son processus de développement économique. Par exemple, tous ces facteurs qui ont engendré comme incidence, inondation, majorité plaine fertile en Haïti se trouvent dans des zones vulnérables. Ok? C'est des zones très vulnérables par rapport à l'inondation. Et il y aurait censé de 1963 à novembre 2024, nous connaissons en Haïti environ 35 inondations majeures. Ok? Et inondation, ça généralement, les au passé, ils n'ont pas arrêté sans incidence. Moi, je vais vous parler, hein? Ah, désolé. Alors, de 1963 à 2014, nous connaissons en Haïti environ 25 inondations et qui pas arrêter sans conséquence sur l'activité agricole. Pendant le 20e siècle, le pays a connu plusieurs grands ouragans. Ok? Il touchait par environ 34 tempêtes. Nous avons 4 grandes tempêtes en 2008 qui occasionnaient des pertes estimées à environ 200 millions de dollars. Ok? En 2012, nous avons une grande sécheresse ainsi que des cyclones
qui a accumulé des pertes de 254 millions de dollars. OK? Mais là, nous connaissons la situation, ça, est-ce que le pays à côté de tout le problème qu'il gagne, mais ça a tout handicapé le développement pays qui empêche nous aller de l'avant. OK? Là, ici, on est chez nous. Alors, la région de la Grand'Anse, pour sa part, de par sa position géographique, présente également une grande vulnérabilité face aux aléas climatiques. Elle est régulièrement frappée par des vents, des ouragans. Récemment, elle était frappée par un grand cyclone qui a dévasté tout le Grand Sud-Là. C'était OK? Et deuxièmement, en 2021, il était connu un tremblement de terre qui pas traité sans conséquence, tout qui était frappé région sud là et qui a gagné en pile perte, soit en bien et en vie humaine. OK. OK. N'a pas pensé? Oui. Alors, nous dit que la zone grande de Santou, il n'est pas arrêté sans toucher. Et de par sa position géographique, il est très vulnérable par rapport aux catastrophes naturelles. Et pendant 10 dernières années, nous connaissons deux grands phénomènes qui ont frappé Grande Anse très dur. C'est Mathieu, avec le récent tremblement de terre qui est passé dans 14 août 2021, qui a gagné en pile conséquences pour le département ça. OK? Et de 1968 à 2016, le pays a connu 9 épisodes significatifs de sécheresse. Et si nous sommes capables de regarder, la zone qui est plus touchée en Haïti, c'est la Grand'Anse. OK? Et période prolongée de sécheresse a occasionné une perte qui était évaluée à 93 millions, c'est ça? Ou bien 9 millions 387 844 dollars. OK? C'est des pertes qui sont liées avec les phénomènes qui c'est principalement sécheresse ainsi que tout l'autre dégâts qui occasionnés pendant l'événement. OK? Et alors, si nous regardons ces zones sud là même qui puissent toucher, nous, la Grand'Anse, c'est 93 et le sud, c'est 92. Et le reste, c'est pour l'autre département, au nord-ouest et le nord, tout ça. Ça veut dire, catastrophe naturelle, il n'y a pas arrêté sans conséquence, il n'y a pas arrêté sans incidence sur le pays, ça, malheureusement. Et pendant, si nous prenons, remonter en 2017, 2018, 2019, si nous regardons l'histogramme, nous regardons, nous gagnons plus quantité de pluie qui tombait dans le département de la Grand'Anse pendant 3 années, c'est 429 mm de pluie. Est-ce qu'un pays ou bien une zone capable de fonctionner avec une petite quantité de pluie comme ça? Alors qu'il y a des plantes qui ont besoin plus de l'eau que ça pour capable arriver et non seulement lever, grandir et reproduire. Et pendant ce temps, c'est tout ça que nous gagnons sous base d'une année. Alors, pas sous base d'une année, non, mais pendant une période qui est capable de considérer comme une période pluvieuse. Parce qu'en Haïti, nous avons deux grandes périodes. Nous avons mars à mai, juin, juillet, pour nous venir en pile la pluie. Et nous avons une deuxième période de août jusqu'à novembre. Et en novembre à mars, nous avons une période de sécheresse. OK? Mais si nous, au mois de mai, nous avons supposé une quantité de pluie qui est assez considérable qui permet d'exploiter au travail. Mais pourtant, c'est quantité de journal est évaluée à 429 mm de pluie. OK? Ça, c'est quantité de la pluie qui tombe généralement dans une zone désertique. Mais ce n'est pas réalité pour des zones comme Grand'Anse ou bien qui en temps normal, tu as supposé jouer une quantité de pluie vraiment considérable. Par exemple, l'année dernière, nous avons constaté qu'il y a un peu de la pluie.
OK, tout ça c'est des conséquences de ça nous les changements climatiques là. Et si il y a une augmentation, diminution de pluie, parallèlement, il y a une augmentation de la température. Depuis en 2013, 2014, 2015, des chercheurs ont déjà réalisé que à partir de 2020, il y a une augmentation de température. Et effectivement, il fait. Il y a une augmentation de 0,8 degrés C de la température. OK? Et d'ici 2030, il prévoit qu'il y ait une augmentation de 1,1. Et pour arriver 2050, il y a une augmentation de 1,9. Et, à la fin du siècle, soit 2080 ou bien 2100, nous, si nous avons il y a une augmentation de 3,3 degrés C. Alors, ça, c'est des prévisions. Vous avez fait, tout comme vous avez fait. OK? Mais, nous ne pouvons pas ignorer le travail que la science lui-même fait. D'ailleurs, nous tous là, nous sommes chercheurs. OK? Alors, on dit que si il y a une augmentation de température, parallèlement, il y a une diminution des précipitations ou de la pluviométrie. C'est ça qui est grave là. Alors, on dit qu'en 2020, fréquence et précipitations diminuent, passer de 3 à 4%. OK? Une diminution. D'ici les années de 2030, là va 6%, là gagne plus sécheresse, et à la fin du siècle, là passé à 20%, selon des scénarios qui réalisent. OK? Ça veut dire, nous comme citoyens, nous comme agents économiques, nous gagnons une responsabilité par rapport à la situation. OK? Est-ce que nous avons mouru? Est-ce que nous avons fui? Ça nous devons faire. Nous devons adapter nous, OK? Et adapter nous pour être capable de confronter la situation. C'est ça qui dit que nous devons être beaucoup plus résilients. Alors, nous disons que le territoire haïtien est soumis à des multiples aléas, des phénomènes naturels particulièrement dangereux et dommageables. Très souvent, on parle de risques. Alors, généralement, le risque, il y a un mal épanché. Et il y a un risque, il y a salier. Est-ce qu'il y a un empêché un risque? Mais nous sommes capables de prendre des moyens, nous sommes capables de développer des stratégies pour que nous atténuer l'impact qu'il est capable de gagner sur une activité. Alors, on dit que, en question de GRD, on dit risque naturel, la égale aléa naturel plus enjeu. Les aléas sont climatiques, géologiques, volcaniques et maritimes. Alors que les enjeux sont des populations, les biens. Chaque fois qu'il y a un problème, qui est victime? C'est nous qui sommes victimes. C'est bien nous qui détruit. C'est tronçon de route, nous, le système de communication qui sabote, qui réduit ses business, activités commerciales, activités industrielles, patrimoine naturel et tout ça qui choque. Quant aux risques, ils sont des actions probables comme les cyclones, les séismes et les sécheresses prolongées. Quand on parle de risques naturels, les risques naturels sont liés à des phénomènes naturels comme les inondations, les éboulements, les mouvements de terrain. Et le phénomène naturel devient un risque quand il est susceptible de provoquer des pertes de vie humaine et le déplacement des populations. Par exemple, si nous prenons, si nous remontons, rappelez dans quelle année, villes font être détruites. OK? Avec une inondation. Zone map pour tout ça, ils étaient obligés de déplacer la population pour mettre les villes de l'autre côté. C'est des graves incidences qui arrivaient, il est arrivé au pas arrêté sans conséquences. OK? Et nous gagnons environ 11 risques naturels principaux prévisibles sur le territoire national haïtien par rapport avec tout dérèglement qui gagne dans le système. Premièrement, il y a les inondations qui nous pas faire pour le moment pour nous limiter que repenser les choses. Il y a la sécheresse prolongée. Par rapport avec cette sécheresse prolongée, qui ça nous doit faire nous-mêmes comme citoyens, OK, comme nous avons réfléchi, il faut nous regarder qui meilleure façon que nous sommes capables de réorienter l'activité. C'est vrai que nous avons toujours fait agriculture, mais qui agriculture que nous devons faire? OK? Est-ce que nous avons toujours continué même genre? OK? Il faut nous penser qui ça n'a fait. Il y a la salinisation des sols, il y a les séismes, les mouvements de terrain, il y a les feux de forêt, incendies. Bon, c'est toute journée. Et alors, dans la période où il fait très sèche,
nous avons deux zones en Haïti que nous connaissons et Tifé capable de prendre, même si on ne pas mettre Tifé, naturellement. Il y a mon Lapierre dans la Tibonite, Gonaïve, qui Tifé qu'on prend dans la journée, dans la période de sécheresse. Ok? Ce n'est pas le diable qui fait, ce n'est pas un qui fait, c'est naturel. Il y a une zone dans Marigot, ça compte passer tout. Ok? Dans la période de sécheresse prolongée, Tifé capable de prendre naturellement. Ok? Et il y a l'augmentation de l'érosion hydrique et des sols. Il y a les cyclones et les tempêtes, il y a l'augmentation des maladies, l'augmentation de la présence ou apparition de nouveaux ravageurs. Okay? Qui sont ravageurs là, sont gros menaces. Par exemple, par contre, si nous constatons ça, nous gagnons un pile cocoïneux qui détruit un pile, qui prend champignons, citron, chadec, oranges, mandarine, toute espèce à eux, ils ont en voie de disparition parce qu'ils sont frappés par une maladie. Et ce n'est pas seulement dans Grandance, mais c'est sur tout le territoire là, malheureusement. Ok? C'est des ravageurs qui viennent et en phytopathologie, ils ont enseigné pour lutter contre une peste, il faut qu'on peste là. Mais dans le pays, nous, malheureusement, ils ne sont pas intéressés avec la recherche. Il faut que les gens qui fait pour nous connaître peste là, il faut que les gens qui sont intéressés à faire recherche pour nous connaître qui pathologie et qui peste à allier et qui pathologie li bail et comment nous capables de lutter contre les petits moyens, petites stratégies que les habitants fait, des habitants fait, pas permettre que nous résoudre le problème là. C'est un problème qui méritait circonscrit et qui nécessitait un traitement global. Même si global, c'est de façon nationale. Ok? Et si que tout ça, pas qu'à gagner augmentation de rendement à l'hectare. C'est normal que les paysans, ils travaillent même quantité de terre, ils joignent 50 maïs, ok? Mais ils travaillent même quantité de terre, c'est 20 jeunes gonia. Ok? Ça veut dire que si le travail est gonia, le rendement est supposé augmenter. Mais le travail même espace là, des fois le travail plus, mais pourtant le rendement à l'hectare diminue. Et parallèlement, le nombre de bouches à nourrir s'augmente considérablement. Des vignes gros bataille. Ok? Maintenant, on a fait un petit portrait de l'agriculture haïtienne. Si on a dit changement climatique, là, il influence. On dit par exemple, nous, en Haïti, nous exploitons environ 1,7 million d'hectares de terre. On ne parle de hectares. Alors, non, de façon vernaculaire, en Haïti, on parle de carreaux de terre. Ok? Mais le terme carreau n'est pas standard. Ok? Et de préférence, vous parlez d'hectares. Dans l'autre pays, vous parlez d'hectares. Un carreau, c'est combien? C'est 12 900 mètres carrés. Ok? Mais un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Et un carreau tel est égal à un hectare 29. Ok? 1,29 hectares. Ok? Mais un carreau tel, c'est 12 900 mètres carrés. Un hectare de terre, c'est 10 000 mètres carrés. Ok? Nous, en Haïti, nous gagnons environ 1,7 million d'hectares de terre qui cultivés et qui représentent 64% du territoire pays. Ok? Mais malheureusement, nous avons une agriculture encore de subsistance. Pour qui ça? C'est notre dernière recensement agricole qui fait dans le pays qui date de 2009-2010. Vous avez remarqué que taille moyenne majorité d'exploitation en Haïti, n'a pas dépassé 1,5 hectare. Et les paysans qui gagnent 1,5 hectare là, ils ne sont pas uniformes. C'est des petits parcelles, qui gagnent les cumulés qui baillent 1,5 hectare. Ok? Comment nous sommes capables de gagner une agriculture qui est significative lorsque sinon la situation ça nous continue à travailler? Okay? Et plus terre morcelée, c'est plus paysans n'ont pas besoin parce que en fin de récolte, les denrées ont au moins 2 destinations. Bon, tu as supposé gagner au moins 2 destinations. On partie tu as supposé aller dans la vente, on partie aller dans le stock, bah, ça dépend de qui produit, et l'autre partie tu as supposé aller dans la consommation. Très souvent, tout produit aller dans la consommation, pas pour vendre. Oui, autoconsommation. Parce que autoconsommation augmente avec la diminution de la taille des parcelles. Plus taille parcelle la restreinte, les réduite, c'est plus autoconsommation à la élevée. En exemple, si je prends madame qui plantait par exemple un carreau, nous prenons exemple un carreau de terre en maïs. Si je prends monsieur qui plantait 10 centièmes de terre en maïs.
On dit, monsieur gagne, en famille qui gagne, on ménage qui gagne 6 personnes. Ok, même si madame n'a tout, tu as gagné en famille, on ménage qui gagne 6 personnes. On dit, moun sa manger maïs 3 fois dans la semaine. Lundi, mercredi, vendredi. Chaque 6 personnes, minimum maïs, moun y a mangé c'est 2. On dit par exemple, il y a pris 3 pour chaque monde. Ça veut dire chaque fois dans le jardin, à combien de maïs il y a venu? Non, 6 personnes, 3 maïs. 18 maïs. Ça veut dire, si les messieurs ça fait 3 voyages, ou qui ça ne va constater? Pas de maïs, pas presque de maïs dans le jardin encore. S'il a des semaines ça, lundi le 18, mercredi le 18, et vendredi le 18, on va regarder, parce que là, il est blessé, mais on dit, et qu'elle est volée passer dans le jardin, pas de maïs encore. Mais madame, même s'il prend pendant même période, même quantité, on va voir qu'il y a encore des maïs. Ça veut dire, plus pas celle-là réduite, il détaille réduite, c'est plus autoconsommation lui-même élevé. C'est ça qui en pile fois mon Dieu manque comprendre. Il fait pratiquement seulement que nous héritons depuis longtemps, il n'est pas en faveur de question agriculture. Ça veut dire que tu as supposé faire agriculture sur de grandes parcelles côté nous sommes capables de produire en quantité pour capable offrir en quantité. Parce que pour offrir, on est capable d'offrir en fonction de ce qu'on gagne. Si on n'a pas de quantité, on n'est pas capable d'offrir. C'est ça que fait en agriculture, offre là, irrégulière. Nous offrir suivant ça que nous jouons. Et récolte là tout li aléatoire. Un phénomène aléatoire son qui n'est pas constant. OK? Li aléatoire pour qui ça? Parce que capable de cyclone, capable de des intempéries, capable de des ravageurs qui dévastent récolte là, qui fait que en fin de campagne, paysan va rien pour le vendre. Il prête comme, il travaille, mais au final, il n'y a pas de récolte. Et ça a plongé dans une situation de précarité vraiment aggravée. Parce que, comme ça le déprêté, il faut le remettre quand même. Ok? Dans le temps où on dit agriculture, pour faire agriculture, il faut nous gagner le financement, il faut gagner prêt, il faut gagner l'argent. Mais nous venons remarquer, même si il y a l'argent, ce n'est pas garanti. Agriculteurs doivent bénéficier d'une couverture d'assurance. Les films prêtés comme ça perdu, mais il faut le jeune une institution qui est capable d'aider pour restituer comme ça. Parce qu'une fois qu'on est prêté, il faut remettre quand même. Alors on dit que toute situation ça fait de l'agriculture en agriculture d'autosubsistance. Une agriculture très artisanale avec des équipements rudimentaires. Et moins de 5% des terres en Haïti sont irriguées. Nous avons pile zones irriguées. Et malheureusement, nous perdons. Ok, il y a qui dans des zones rouges maintenant, dans des zones noires, côté paysans pas qu'à travailler là-dedans encore, pas qu'à exploiter encore. Ok, ça vient faire que la situation vient de plus en plus alarmante. Alors, les personnes parlent d'agriculture, élevage là, tout entrer là-dedans, mais mes situations chez tel nous. Ok, par exemple, alors il y a un exemple qu'on prend avec étudiants parce qu'ils me font courir les marchés des produits agricoles. Alors, il a parlé de produits de première nécessité ou bien produits de luxe. Moi, les petits monde dès qu'on l'est en quantité. Mais est-ce qu'il n'y a pas de question parce que l'aide est placée en Haïti comme produit de première nécessité. Mais comme petit monde le matin lever qui vient l'aide pour le boire. Parce que taille de cheptel nous yo diminué de façon considérable. Il y a des zones pour l'instant monde pas regarder bœuf encore. Alors moi je me dis nous monde côté lié, moi c'est monde dans les hauteurs de Pétionville, c'est monde pour Jacques. Dans zone là quand même monde pas regarder bœuf. Au cas gagne bœuf là dans poteau, nèg la relo, il vient relo do la gueule vallée. Moi les paysans ou pas regarder bœuf encore parce que même si regarder il va vous. OK? Ça veut dire, de jour en jour, taille cheptel a diminué et l'élevage est considéré comme une trésorerie pour les paysans. Ils n'ont pas de temps pour courir à la banque, mais ils sont capables de rallonger 3 poules là, ils sont rallonger des lapins, ils sont rallonger des cochons là, ils sont capables de résoudre une série de problèmes. Ok? C'est là une recherche qu'on a fait. Il y a environ troupeau d'élevage en Haïti, estimé à 4,5 millions de têtes. Si nous regardons par exemple pour les caprins, c'est 2 millions. Ça veut dire que si nous avons une population de combien? On a combien de combien? Il voisine 11 à 12 millions, mais nous avons une production de 2 millions de têtes de caprins. Ça veut dire nous ne pouvons pas de viande pour manger. C'est normal que viande chère comme ça. Ok? Et c'est une protéine animale que tout le monde a besoin. Ok? Nous avons 1,5 million de têtes de bovins, bœuf. Nous avons 1 million de porcs, cochons.
Et pour les animaux de basse-cour, nous regardons chaque exploitant capable de gagner environ 14 poules. OK, dans basse-cour. Des fois, nous n'avons pas même qu'à garder poules parce que nous n'avons pas d'espace. OK? Tout ça réduit et comment diminuer et progression mounio. Et en question pêche et aquaculture, nous avons environ 52 000 familles qui vivent de la pêche dans environ 420 localités. OK, parce que nous avons pile zone côtière, en pile là-dedans ils exploité pour capable de faire la pêche. Ici c'est très développé. Et malheureusement le fait sans aucun contrôle. On ne peut pas nous pêcher des espèces qui ne sont pas supposées pêcher. Parce que l'espace marine dans tout son écosystème qui méritait, qui demandait pour nous protéger. Ça veut dire que pêche là, elle est supposée faire de façon réglementée. Et nous avons une production annuelle de 15 800 tonnes métriques et qui rapporte nous environ 5 milliards de gouttes, soit 120 millions de dollars plus. Et nous avons une très faible production aquacole. Alors, nous parlons de pêche, nous parlons de production aquacole, c'est élevage de poissons qui fait dans l'eau douce. OK? Pas gagner activité qui est trop développée. Développée en Haïti sur environ 20 hectares. OK? Soit une production de 50 tonnes métriques l'an. Et si nous regardons par exemple dans les pays voisins, nous, consommation habitants en fuite de mer, c'est très élevé. Et pourtant, la caïnou, fuite de mer, lui, tourne un produit de luxe. Alors que nous vivons dans une zone côtière. Tout le monde a supposé consommer poisson. Parce que nous, dans une zone côtière, nous sommes capables d'exploiter le littoral là. Mais malheureusement, c'est très mal fait. Deuxièmement, pas gagner des dispositifs, ça nous les DCPA. Les pêcheurs ne sont pas équipés pour aller en haute mer. Parce que très souvent, ces pays voisins pêchent tout produit nous parce que nous ne sommes pas équipés de quoi pour aller en haute mer. Et dépendamment de quelle période, c'est en haute mer qu'on est capable de joindre une série d'espèces dans la mer. Tout ça aussi, des faiblesses. Et nous avons continué. Nous disons les résultats scientifiques démontrent l'importance des impacts des réchauffements climatiques sur l'écosystème terrestre ainsi que aquatique. Par exemple, cas des cyclones. Et est-ce que vous qui connaît pourquoi ça cyclone, c'est toujours, période là, c'est toujours juin à novembre? Est-ce que c'est une bonne idée? Ok. Alors, il y a un premier élément qui favorise le déclenchement d'un cyclone, c'est la température. Ok? Ça veut dire pour qui ça est nous capables de idée c'est parce que dans la période ça, il fait beaucoup plus chaud. Ok? C'est la raison ça qui fait que nous avons une période cyclonique qui allait de juin à novembre. Dans la période ça, nous avons une augmentation de température. Il fait plus chaud. OK? C'est une première cause qui ravage les plantations, qui détruit les infrastructures, qui tue les gens. Et les effets négatifs du vent. Lorsque il y a un vent de fort vent, mais ça le produit. Quand on prend 3 cailloux, là, le déposer de l'autre côté. Il crase pont, il crase tout le monde, parce qu'il réduit nos situations très vulnérables. Ici, c'est des inondations. OK? Lorsqu'il y a un pile la pluie, puisque zone nous en pile fois et pas de travaux de curage qui fait, tout est pas de drainage, l'eau elle pas évacuer, eh bien, mais ça n'a produit comme conséquence. OK? Et ça réduit tout vulnérable et ça permet de nous devenir plus vulnérables. Parce que après chaque situation, ça on pourra gagner de nouvelles maladies qui fait apparition, on pourra gagner des épidémies. OK? Et à l'inverse, à l'opposé, il y a sécheresse également. OK? Nous avons remarqué, les sécheresse, plantes desséchées jusqu'à ce que vous mourrez. Pour qui ça? C'est parce que le sol là, lui-même, il fait que absorber de l'eau qui est dans la plante là. Nous par contre, dans la période de sécheresse, pour nous faner, même si vous passez crème dans le pot, il toujours faner, c'est parce que le milieu là, il absorbe de l'eau sous les vents qui venté, mais au fur et à mesure, le vent à bateau, c'est déshydraté. Et ça qu'il faut consommer en pile de l'eau. OK? Gagner sécheresse tout hydraulique, nappe souterraine, lac, rivière, mais vous connaissez un certain tarissement, niveau de l'eau à baisser. OK? Et pas oublier, lac, la rivière, et vous représentez un milieu de vie.
OK? Il y a des espèces qui habitent, mais automatiquement de l'eau a baissé ou elle séché, et bien nous perdons des milliers d'espèces. OK? Et nous avons tous des cas d'incendie. Côté, lorsque il y a sécheresse, jardin pas rapporté, nous sommes obligés de faire de fortes pressions sur les ressources naturelles. OK? Là, c'est Pac Macaya. C'est la Kaino. Combien de gens connaissent Pac Macaya? C'est des zones pour nous visiter, c'est la Kaino lié, les sous deux départements, dans le sud et dans le Grandas. OK? Moi, j'ai déjà visité une partie là-dedans. Faut nous visiter pour nous connaître. C'est des bails qui la Kaino, pas quitter ces blancs qui parlent de pas quitter ces étrangers qui parlent de. OK? Là encore, c'est Pac Macaya. Nous constatons que nous avons mis des feux, il y a coupé bois, il y a fait charbon, il y a fait espace pour capable de faire jardin. OK? C'est très mauvais pour le pays. Et c'est des réserves, c'est des zones qui ont été déclarées des aires protégées. Et nous remarquons qui prennent qui là, c'est le bois, le pain. C'est endémique à Haïti. Dans toute Caraïbe, là, c'est nous seulement gagnons les Pinus occidentalis. C'est une espèce endémique à Haïti. Mais malheureusement, qui a fait couper de façon anarchique, soit pour faire charbon, soit pour construction, pour faire tout et tout. OK? Là, c'est forêt des pins. Forêt des pins dans le temps, malheureusement, comment aller? Forêt des pins dans le temps qui était une superficie de 45 000 hectares de terre, maintenant qui réduit à environ 11 000 hectares de terre. OK? Ça veut dire que nous devons comprendre qui volume bois qui est exploité là-dedans, qui volume défrichement qui est fait pour les paysans capables de venir terre pour le travail, soit alors pas seulement yo défricher nos premiers temps pour capable faire charbon pour subvenir avec besoin yo défricher pour capable construire et en retour yo jeune espace pour capable faire jardin. OK? Ça et c'est des espèces c'est des espaces qui t'a supposé protéger, conserver pour que l'équilibre écologique là est capable de maintenir. C'est peut-être cochage. OK, on n'a pas avancé rapide pour nous terminer. Alors là, nous toujours regarder les conséquences du changement climatique là. Alors, tu as parlé de 1,7 million d'hectares de terre qui est exploité. Mais malheureusement, dans 1,7 million d'hectares de terre là, il y a 64% de terre qui est situé sur des pentes à plus de 50%. Et principalement dit, au-delà de 30%, nous ne pouvons pas supposer utiliser une terre à vocation à des fins agricoles. OK? Ça veut dire, zone montagneuse, n'est pas adaptée pour faire agriculture. Et d'ailleurs, mais à l'opposé tout, Haïti, son pays de montagne. Qui gagne un peu de montagne. OK? Mais là, c'est, tu as supposé gagner des mesures incitatives pour dire qui type d'agriculture qui doit développer dans la zone montagneuse pour limiter le phénomène que nous appelons l'érosion. Nous connaissons une perte de sol qui est estimée à 15 tonnes métriques. Alors, désolé, c'est 15 000, c'est 15 tonnes métriques de sol à l'hectare par an. Si nous regardons, si nous faisons 1,7 million par 15 tonnes métriques chaque année, nous avons une quantité de sol qui est de l'eau charriée et portée dans la mer chaque année. C'est une grosse raison qui fait que le sol nous devient de moins en moins fertile. Il n'y a pas de produit parce que le couche arabe là fin lessivé et de l'eau charriée portée dans la mer. Et il y a un déboisement accéléré. OK? Ça vient de pied bois qui accapare quantité CO2 qui stocké dans l'atmosphère et automatiquement par un bois, eh bien gaz à eau vient être stocké dans l'atmosphère et qui pose un problème. OK? Et vient gagner tout une diminution ou bien une réduction considérable de la couverture végétale et
qui a provoqué d'énormes problèmes. Maintenant, par rapport à tout ça, nous dit là, nous sommes capables de garder des secteurs qui sont vraiment vulnérables, comme l'agriculture. Et si nous prenons des décisions qu'on a, nous ne pas venir dire seulement mes problèmes, mais nous essayons de réfléchir des pistes de solutions. Alors, besoin d'adaptation identifié, c'est qui ça? Si le secteur agricole est vulnérable, à l'opposé, il faut nous-mêmes comme citoyens, nous devons continuer à vivre. Nous ne pouvons pas mourir, nous ne pouvons pas courir, quitter. Nous devons adapter nous. Si pour nous adapter nous, maintenant, il faut gagner des stratégies que nous allons adopter pour que nous soyons capables de contourner le problème. Parce que nous avons dit changement climatique là, ils ont émis un problème que nous ne pouvons pas éliminer. Une façon, c'est changer le mode de vie nous comme agent économique et pour être capable de développer des nouvelles stratégies pour que nous adapter à elles. Premier besoin, mes premières mesures d'adaptation, c'est implication des acteurs locaux dans l'exécution des programmes. OK? Magistrats, les dirigeants, ils doivent impliquer très fort. Et on ne peut pas sortir avec n'importe quel programme venir exécuter dans la zone sans qu'on ne pas regarder qui impact positif que l'a gagné sous zone. Il y a des vieux projets bidons qui sont reportés, c'est écraser l'une de zone. OK? Aménagement des bassins versants. Alors, qui sont les bassins versants? Bassins versants, c'est toute zone qui surplombe zone pleine, qui est capable de bailler de l'eau, les la pluie. OK? Reboisement par des espèces forestières ainsi que fruitières. Généralement, on campagne de reboisement pour le réussir. Nous ne pouvons pas faire seulement reboisement avec arbres forestières. OK? Parce que si il y a des gens, par exemple, qui disent ah, on va planter un pied 7, ça pied 7 va utile moins. Pour inciter les exploitants à participer dans la campagne là, il faut diversifier et planter ou pas qu'à seulement cèdre. Est-ce que c'est d'aller faire les paysans qui consomment les graines? Ça veut dire qu'il faut accompagner des espèces fruitières qui sont capables de jouer après 2 ans, après 3 ans pour consommer. Les connaît par exemple s'il plante un pied cerise, après 2 ans et demi, 3 ans, cerise a donné. Là, pas encourager pour le planter. Mais il y a des gens qui disent moi-même pas planter pour les ingrats. Mais rappelez-nous bien que ça n'a pas mangé aujourd'hui, nous qui planté. C'est grands-parents, nous, c'est grands-parents qui planté et nous jeunes aujourd'hui. Nous-mêmes tout, nous devons contribuer. Parce que c'est ça le développement durable, c'est agir de façon rationnelle pour ne pas compromettre l'avenir de la génération future. Nous devons porter contribution par nous tous. OK, on va aller rapide. Nous disons que le reboisement, c'est des pratiques agroécologiques, développer des systèmes agroforestiers au lieu que nous fassions des cultures sacrées. Au lieu de mal planter haricots dans mon nom, pois dans mon nom, manioc dans mon nom, et même développer des systèmes agroforestiers. Moi planter, planter manioc là c'est vrai oui, ou bien planter café, mettez cacao, mettez malanga, mettez des plantes qui pas obligé de labourer sol là chaque année, qui pas obligé de sécler 2 fois, 3 fois l'an, parce que à chaque fois moi nombre d'opérations ça a augmenté, les facilités gagner plus érosion. OK? Et nous dit mise en place des lacs collinaires, des impluviums. Impluvium, c'est qui ça lie? C'est des bassins à ciel ouvert. Par exemple, les zone comme l'Espagne, le Foncochon, le lait, pas de sous presque dans la zone. Mais pourtant, on a besoin de l'eau pour fonctionner. Eh bien, capable de développer des systèmes, nous construire des impluviums. Impluvium, c'est des bassins à ciel ouvert. Côté nous faire et nous capter toute l'eau qui a ruissellé. Au lieu de ça, ça vient descendre dans la rivière de là, et bien nous stocker dans l'impluvium qui est capable de servir pour arrosage, qui est capable de servir pour bœuf bois, qui est capable de servir pour nous faire lessive, qui est capable de servir à plusieurs fins. OK? C'est ça, c'est rôle impluvium non ou bien lac collinaire là. De gagner toutes des améliorations génétiques, OK? Pour capable de gagner des plantes ou bien des semences qui adaptées, OK, par rapport à la situation qu'on a vivre aujourd'hui. Nous devons développer des cultures adaptées dans des zones à faible potentiel agricole. Développer des variétés résistantes aux maladies et très tolérantes par rapport à la sécheresse. C'est ça, nous avons des plantes climato-résistantes. Et ça fait qu'on a entendu parler d'une agriculture intelligente. Une agriculture intelligente, c'est une agriculture de développer pour capable lutter contre le changement climatique. C'est bon pas de mourir, nous pas de fuir, mais pour nous vivre et adapter, il faut nous capables nous-mêmes tout prendre des décisions. OK? Développer des variétés résistantes et à côté de tout ça, nous devons tout gagner des séquences d'éducation écologique pour apprendre comment ils doivent participer, contribuer dans la protection de l'environnement. Parce que
Lorsque l'environnement est équilibré, et bien ça joue tout en faveur de nous. De gagner des campagnes de sensibilisation environnementale qui pourraient aider les citoyens à capable prendre conscience. OK? Là, c'est l'image d'un lac collinaire. OK? Et là où c'était en construction, là, il y a de l'eau. Et puis devant, on va lancer avec des alevins. Et puis devant, pour nous capable de faire un poisson pour manger. OK, ça c'est des citernes côté nous capable faire pour gagner de l'eau. Zone qui pas gain source, de gagner des réservoirs pour nous capable gagner de l'eau qui capable soit individuel ou bien collectif au profit de toute la communauté. OK, là c'est l'image d'un impluvium. Déjà nous dit là impluvium dans son bassin à ciel ouvert qui fait dans une zone de montagne qui est capable de gagner de l'eau pour utile moun dans période de sécheresse. OK, alors si il y a un problème dans l'agriculture, tout comme l'élevage l'a touché. Eh bien, c'est même activité au fond, il faut repenser le système d'élevage pour permettre que moun yo capable de joindre plus protéines animales parce que protéines animales est très intéressant pour moun yo faut moun yo manger il faut boire lait. OK, pour capable de lutter contre insécurité alimentaire ainsi que malnutrition. OK. Et pour pêche là également, il y a des besoins d'adaptation. Pour les ressources en eau, il y a des mesures qui doivent prendre pour que nous ayons une meilleure gestion des ressources. Parce que l'eau, désormais, est une ressource qui est très rare en Haïti. Nous déjà commencé dans la question d'importation de l'eau. Et si vous regardez dans le supermarché, surtout à Port-au-Prince, il y a de l'eau que nous avons dans le supermarché qui va produire localement. Et ça veut dire que nous avons une situation où nous avons déjà importé de l'eau. Alors que de l'eau a tué les gens en Haïti. OK? Ça veut dire que c'est son problème. Alors, ça veut dire que nous devons participer dans la construction de nouveaux captages, sources, renforcement des structures de captage, réhabilitation des têtes de sources. Ça veut dire qu'il faut gagner des campagnes de reboisement pour permettre. Alors, qui rôle le plan jouer dans la phase ça? Lorsque le sol a une couverture végétale qui danse, ça facilite au lieu que de l'eau a ruisseler. Mais racines plante là lui permettent que de l'eau lui-même infiltrer dans le sol là pour ensuite là approvisionner nappe phréatique là. Nous connaissons qui grand déséquilibre qui est capable de faire lorsque pas de l'eau dans la nappe phréatique là. N'a prélevé de l'eau, n'a pompé de l'eau, et on dit que la nature a l'aurait du vide. Et ça qui sortit a pas compensé. Et les ça vient gon creux. Vient gon vide et a gagné quelque chose quand même qui pour remplir. C'est soit gagner effondrement ou bien gagner infiltration de l'eau de mer dans terre. C'est ça qui vient provoquer salinisation sol là. OK? Ou par exemple, il y a des zones où autrefois tu connais si tu es dans une zone côtière tu connais produit, mais avec le temps ouais, sol ça tu as gagné un plan de la laine qui développé parce que il y a une forte infiltration de l'eau de mer dans l'espace là. Bon, à l'exception de cocoyer, seulement cocoyer sont plantes qui ont en pile affinité pour l'eau de mer, ça il n'y a pas de problème pour le développer. Mais on sol la T4 on fait maïs, et bien avec le temps on ne va pas produire maïs encore à cause des teneurs en sel qui trop élevé dans la surface là. OK? Tout ça c'est des problèmes que nous devons agir sur eux pour que nous soyons capables plus ou moins lutter contre le phénomène ça qui c'est le changement climatique. Maintenant, se basant sur les informations fournies par ce site et www.adaptationchangementclimatique.gouv.fr, il prescrit un ensemble de moyens que nous sommes capables d'utiliser pour nous capables de faire prévention et arriver à adapter nous. Premièrement, on parle de connaître, c'est 7 piliers et c'est 7 verbes. OK? Et c'est des verbes d'action. OK? C'est connaître, nous disons que la connaissance des aléas et des risques, mais également des acteurs et des moyens d'action disponibles est un préalable fondamental à leur prévention. D'autant que les aléas évoluent de façon continue. A toujours gagné phénomène ça. OK? C'est nous qui pour et même Jean-Michel Akondi et Claude Prepti, c'est pareil pour nous parler. A toujours gagné question de tremblement de terre, mais nous-mêmes nous déparer. Deuxième verbe là c'est surveiller. La surveillance des phénomènes a pour objectif d'anticiper un événement pour informer et alerter rapidement la population et préparer la gestion de la crise. Une fois que nous connaissons l'information, nous connaissons l'information, l'évident qui arrive, et bien nous déjà alerter tout le monde qui concerne et puis pour nous mobiliser tout le monde pour capable préparer. Et ça veut troisièmement c'est informer.
une fois que je connais, moi au courant que ça a produit comme inconvénient, et bien nous informer tout le monde. L'information préventive permet à chaque citoyen d'être un acteur en étant conscient de son exposition et de ses moyens d'action à travers la culture et la conscience du risque. Ok? Les gens connaissent, mais ils sont capables de sauver la ville. Et quatrième verbe là, c'est planifier. Une fois que nous connaissons, nous sommes capables de planifier qui meilleur moyen que nous sommes capables d'utiliser pour lutter contre les phénomènes, contre les problèmes, et si nous devons sortir, qui ça nous veut faire. Et cinquièmement, c'est réduction. Ok, une fois que je connais, je planifie, et même moi réduit, ok, moi atténuer l'impact risque là capable de gagner sur activité, sur vie, sur tout ça. Ok, et préparer. Ok, il permet de nous préparer nous en conséquence. Et dernier verbe là, c'est apprendre. Ok, moi apprendre de tout ça qui veut pour que prochaine fois, moi capable de préparer davantage. Ok? Par exemple, ou tu es échoué non cours là, mais l'année prochaine, on va prendre cours, ou est-ce que tu vas échouer, et on prépare davantage. Ok? Ou pas boule encore. Ok? Alors, ça, c'est l'ensemble des mesures. Maintenant, perspective en matière d'adaptation pour la grandance. Puisque nous, en grandance, nous te préparons un petit bagage spécial. Nous disons, premièrement, le gain des conductions des programmes inclusifs, ce n'est pas des programmes qui ont imposés, nous, mais c'est des programmes que nous-mêmes, nous participer là-dedans. Ok? Notre prise de décision, communauté à doit impliquer. Ok? Pour que gagner une meilleure inclusion. Alors là, la permettre que nous définions une agriculture climato-intelligente, les infrastructures d'irrigation et doit gagner tout une meilleure gestion, une gestion intégrée des ressources en eau. Puisque l'eau a désormais une ressources qui rentrent. Ok? Et bien, il doit gagner une gestion drastique de ressources. Ok? L'aménagement des bassins versants, le renforcement des capacités, ok, capacité et moun qui prend décision, il faut capacité renforcer pour qu'ils soient capables de devenir plus dynamique, plus performant, pour capable et travailler mieux. Doit gagner une meilleure situation de prévention qui fait contre maladie et doit gagner tout une bonne gestion qui fait de ensemble déchets qui nuit à environnement et à santé monde dans la communauté. Doit gagner révision et adaptation des lois cadres. Généralement, pour prendre décision, il faut décision, une loi qui supporte pour capable et appliquer. Et bien, ministère de l'Environnement, ministère de l'Agriculture, tous les organes déconcentrés, ils doivent agir en concertation pour que ils renforcent et rendre l'État plus fort pour que lorsqu'il y a des mesures qui prennent pour capable respecter. Renforcement de la capacité des autorités centrales et locales à intervenir dans le domaine d'aménagement et de gestion de l'environnement. Parce que l'environnement, le propice est favorable à la vie de tout le monde. Nous devons faire la promotion pour la création d'emplois. Nous devons gagner entreprises qui créent, parce qu'à chaque fois qu'il y a une entreprise qui crée, il y a création de valeur, il y a création de richesse et création d'emplois. Ok? Chaque fois qu'il y a une entreprise qui crée, il y a plus de monde qui travaille. Si il y a plus de monde qui travaille, il y a plus de monde qui a moyen pour subvenir avec besoin. Ok? Et il n'est pas capable plus autonome. De gagner intégration des coûts du changement climatique dans les prévisions macroéconomiques. Si le changement climatique là gagne un impact ça yo, et maintenant le budget qu'a fait yo, l'État doit penser à intégrer une rubrique qui est allouée à ça. Très souvent, autant des sociétés civiles qui ont l'argent, mais pas jamais qui ça l'argent réglé. Et les cyclones ne passent autant de tout le monde mourir, pas grand effet. Mais ça yo, c'est désormais c'est des choses qui doivent prendre en compte pour que les gens dans une zone qui reculée aient moyen pour capable et développer des stratégies pour subvenir avec besoin. Et il doit y avoir une intégration de certaines mesures d'adaptation au budget 2025-2026, tenant compte de la prévision du PANA, les 980 millions de dollars sous 9 ans. Ok, il doit y avoir une synergie et complémentarité de programmes mis en œuvre par les différents secteurs concernés par le changement climatique. Tout organe déconcentré dans le département, il doit agir de façon, il pas agir de façon isolée, mais il doit agir ensemble en concertation pour permettre que il y ait de meilleures décisions qui prend pour capable gérer ou bien lutter contre les changements climatiques là qui c'est purement une réalité.
Recommandations. Renforcer les plans de gestion des risques et des désastres pour les zones côtières exposées aux ouragans. Forcer les décideurs à intégrer l'adaptation au réchauffement climatique dans leurs plans et politiques. Augmenter les abris, puis les rendre accessibles et adéquats dans les hauteurs, équipés et nourris de médicaments. Promouvoir des technologies d'énergie renouvelable comme alternative au charbon de bois, ok, pour éviter déboisement. Et pour ne pas couper bois, c'est le gain. Ok? Comment on va le dire n'a pas couper bois lorsqu'il n'y a pas une autre alternative? Ok? Ça veut dire, bon, alors, l'un dit ça, étudiant qu'on a pris, le bois est fait pour couper. Bois a une seule finalité. Le bois est fait pour couper. Mais c'est comment les couper, comment les exploiter, quand les exploiter. Les gens qui font forêt, son business diffère. Mais comment on est capable d'exploiter forêt ça? Pour ne pas causer des préjudices. Comment on peut exploiter pour ne pas causer plus de dégâts? Ok? Mais l'un dans pied 7 par exemple, les fins grandir, les développer, les vieillir, ça va le faire. C'est exploiter le faire planche avec pour construction. Mais avant de couper le tout, qui décision que me prend? Parce que toute espèce qui paraît dans le monde là, avant, il disparaît, il toujours souhaité ouais, une autre espèce qui remplace elle. Et pour ça, tout le monde qui là, cherche un pilote pour marier, pour faire petit. Ok? Je souhaitais, ouais, il y a une progéniture qui là, et laissez aller aller tranquille. Mais puis bon, avant le jeter, avant le arriver à maturité, ouais, déjà, on tige qui pousse dans le pied. Ok? C'est comme ça là, de fait, pour le capable bon. Ok? Et pour question rivière ou bien égout, il doit y avoir un curage qui fait et reprofiler les rivières pour permettre que les rivières en crue gagnent moins de dégâts possibles. Pour capable de pas nuire et mounio. Nous devons mener des actions coordonnées entre l'État et les bailleurs, tenant compte des besoins des agriculteurs, particulièrement les femmes. Ok? Dans le programme de financement, tout en renforçant le leadership. Mesdames, nous devons batailler pour venir plus fort. Ok? Pour gagner plus de moyens dans main. C'est parce que c'est très intéressant. Et nous devons fournir un autre moyen de vivre aux gens afin de les encourager à protéger les arbres. Je ne dis pas que les pieds bois ont toute importance. Parce que les pieds bois permettent de monde respirer. Parce qu'ils fournissent environ 14 kilocalories d'oxygène. Et nous-mêmes, chaque jour, pour nous respirer, nous avons besoin de 7 kilocalories. Ok? C'est ça. Les pieds bois ont une importance incontournable dans l'environnement. Nous devons protéger. Ainsi, mes amis, je pense que c'est tout ça. Je n'ai pas l'intention que je me dise tout bagaille. Mais tant à faire la guerre, je pense que c'est tout ça. Nous sommes capables de dire après-midi. Et c'est la fin. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, vous pouvez